Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet que nous travaillons depuis des années au sein de nos établissements, en tout cas pour certains. Alors pour commencer le diaporama, je vais aller assez vite et je m'en excuse auprès de vous pour les explications, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, ce qui vous laissera tout le temps ensuite de poser des questions. Tout d'abord, l'impact des produits, en particulier des produits d'origine hospitalière ou des milieux de soins, se porte via les rejets liquides, les effluents, les égouts, dans lesquels nous mettons d'importantes quantités de produits à la fois détergents et désinfectants. Et chacun d'entre eux a des effets, mais ils sont souvent combinés dans nos produits. Et donc les effets se combinent. Ces biocides, dans le mot biocide, on entend principalement dans l'usage hospitalier les désinfectants, qui font partie de cette catégorie des biocides. Et ces détergents représentent pour eux deux plus de la moitié des intrants que l'on met, donc des substances que l'on met dans les effluents, avec des quantités importantes. Dans ces eaux usées d'hôpital, il a été fait des mesures de plus en plus précises depuis le début des années 2000, qui ont montré effectivement très régulièrement que la concentration principale, c'était celle de ces produits, désinfectants et détergents, alors que les médicaments, qui étaient également un souci tout à fait légitime, sont présents, mais pour des quantités et des concentrations beaucoup moins importantes, compte tenu des quantités qui sont moins utilisées. Parmi ces désinfectants, il y a en particulier des désinfectants qui sont assez spécifiques du milieu hospitalier, qu'on appelle les ammoniums quaternaires, qui ont les effets les plus importants en relation avec l'antibiorésistance. C'est pour ça que ça nous amène progressivement sur ce sujet de l'antibiorésistance. Là, ce sont les travaux du Gray qui sont assez remarquables. Nous avons également des données qui nous proviennent de l'ANSES sur de quoi sont capables les stations d'épuration, qu'est-ce qu'elles épurent, qu'est-ce qu'elles sont capables d'épurer dans les substances d'intérêt, celles qui peuvent poser des problèmes. Et là, vous en avez une liste de 27 qui ont été testées. Quand la substance, la barre bleue ou orange, arrive jusqu'à la barre verticale, c'est que la substance n'est pas du tout épurée. On retrouve 100%, c'est la fraction qu'on retrouve, chaque barre, c'est la fraction de la substance qu'on retrouve après la station d'épuration, celle qui n'a pas été épurée. Et lorsque la couleur de la barre est bleue, ça veut dire que la substance est éliminée sous forme de solution dans les effluents liquides qui sortent de station. Lorsqu'elle est orange, c'est dans les effluents, cette fois solides, les bouts de station, que se retrouve la substance. Et bien, parmi ces substances qui sont très mal épurées, on trouve des antibiotiques, et c'est logique, puisque les antibiotiques sont chargés de détruire les bactéries et que l'épuration se fait de façon bactérienne. Donc un égout d'hôpital est pauvre en bactéries, ce qui pourrait être vécu comme une bonne chose. En réalité, cette pauvreté bactérienne est un énorme défaut pour le fonctionnement de l'épuration, du système d'épuration, d'assainissement. Et en plus, les bactéries qui restent sont beaucoup plus solides, beaucoup plus résistantes justement à ces antibiotiques et à ces désinfectants. La fraction solide va se retrouver dans les bouts de station qui va ensuite percoler à travers les sols quand elles seront épandues, en particulier lorsqu'on utilise l'épandage de ces bouts. Et on retrouve donc ces substances dans le milieu naturel qui nous reviennent également soit par les sols, soit surtout par les ressources hydriques qui sont puisées dans le milieu, puisque ces substances ne seront pas éliminées mieux ou beaucoup plus lentement dans le système par le biais de la nature, si vous voulez, que par celui du système d'épuration. On trouve également des substances qui sont de puissants perturbateurs endocriniens. Je vous ai parlé des antibiotiques comme effet sur les bactéries, mais il y a également d'autres effets, et en particulier des effets de certains désinfectants qui ont des effets perturbateurs. On essaie de les éviter dans les hôpitaux dès lors qu'on les détermine. Et puis il y a les fameux détergents qui ont soit une très bonne capacité d'épuration, soit au contraire des phénomènes de multiplication d'amplification au sein des effluents par mécanisme de destruction, reconstruction positive en faveur de la reconstruction. Ces substances qui sont amplifiées dans les systèmes d'épuration sont interdites à la vente dès qu'elles sont identifiées, évidemment, puisque la réglementation autorise pour les détergents autorise une limite minimale de biodégradabilité de 60% en moins d'un mois en milieu de stations d'épuration. Mais néanmoins, ils peuvent nous arriver, ces produits, par diverses voies, y compris des voies non officielles. Et donc, il existe encore de ce type de produits quand on ne les a pas découverts. Et vous voyez que là, on voit des notions de concentration, mais on ne voit pas des notions de quantité totale. Pour avoir la notion de quantité de chacun de ces produits, il faut se regarder quelle est la production annuelle dans le monde et l'utilisation. Et la problématique est très différente entre les médicaments et les détergents désinfectants, puisque le facteur est d'environ 1000 à 10 000 fois plus de production et d'utilisation, bien sûr, des détergents désinfectants que des médicaments. Donc l'enjeu n'est pas le même, l'échelle de mesure n'est pas la même. On est dans le nanogramme par litre pour les mesures. Pour les médicaments, on est plutôt dans le milligramme par litre ou le microgramme, en tout cas, dans les autres substances dont je vous parle. Et vous voyez également un tout petit incise pour vous dire qu'il a également été testé quelle est la capacité d'épuration des contraceptifs oraux. C'était un problème, évidemment, de questions éventuellement que devenaient ces produits dans l'environnement. Est-ce qu'ils allaient nous revenir sous diverses formes? Eh bien, vous voyez qu'ils sont parfaitement épurés.
Donc ce n'est pas un souci, les contraceptifs oraux ne sont pas un problème a priori prioritaire dans ce sujet. Je vais aller un peu plus vite, sinon je ne serai pas au bout. Voilà. Alors, comment apparaît et comment se transmet cette antibiorésistance ? Eh bien, l'antibiorésistance, c'est un phénomène universel et très ancien qui date d'avant même les antibiotiques. Simplement, ça s'appelait probablement pas comme ça, on ne l'aurait pas appelé comme ça avant les antibiotiques. C'est simplement le mode de réponse au stress que peuvent avoir des bactéries lorsqu'elles sont agressées par un système qui essaie de les détruire. Quelle que soit la substance, quelle que soit la méthode, elles réagissent de la même façon, avec les mêmes processus, et donc avec les mêmes sélections de capacités à répondre, et qu'on retrouve pour les antibiotiques aussi bien que pour toutes les autres agressions. Alors, il existe un lien étroit, comme l'a dit M. Pipien tout à l'heure, entre les désinfectants et les antibiotiques dans l'acquisition de phénomènes de résistance. Et maintenant, ce lien a été complètement expliqué pour certains désinfectants, complètement au niveau génétique. On a bien mis en évidence quel est le mécanisme génétique de sélection de cette résistance qui est commune entre désinfectants et antibiotiques, bien sûr, selon les matières, mais je n'ai pas le temps de vous détailler les méthodes. Alors également, le phénomène qui peut jouer, important, c'est le phénomène de dilution, puisque ces produits, quand ils sont utilisés à l'hôpital, ce n'est pas l'endroit où s'effectue la résistance aux désinfectants, parce que les concentrations qu'on utilise sont très supérieures aux capacités de résistance ou de réponse, d'adaptation, je dirais, des bactéries. Par contre, dès lors qu'on est déjà dans l'effluent, on a une baisse importante de la concentration, et là, c'est plus un enjeu d'antibiorésistance, c'est plutôt un enjeu d'écotoxicité, parce que ces produits sont également toxiques sur le milieu écologique naturel, les micro-organismes de l'eau qui participent à la vie et de la faune et de la flore aquatique. Et puis lorsque, bien sûr, la dilution devient très importante, c'est là que peuvent apparaître les phénomènes de résistance, tant il est dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Ces gènes de résistance s'échangent, donc cette capacité qu'ont les bactéries de résister est supportée par un matériel génétique, qui sont des gènes, très souvent des gènes mobiles, des gènes capables de se transporter de matériel génétique à un autre, d'espèces de bactéries à autre espèce de bactéries, dans les milieux où les bactéries sont regroupées sous forme de biofilms. C'est-à-dire des ensembles de bactériens. Les bactéries ne sont jamais toutes seules dans la nature, elles vivent toujours en compagnie de leurs congénères, nombreuses, avec des relations multiples, et qu'elles sont capables de sécréter autour d'elles des substances qui les protègent en particulier des agressions qu'elles pourraient subir. Donc ça transforme complètement cette capacité de résistance qui n'est pas individuelle et qui n'est pas seulement, comme on le voit dans les laboratoires, étudiée sur une espèce de bactérie par rapport à un antibiotique, mais plutôt par un ensemble, je dirais, écologique ou un ensemble d'un biotope bactérien qui répond ou non aux agressions. Et cette transmission donc, de ces gènes bactériens peut se faire à l'échelle du gène, à l'échelle de la bactérie tout entière, ou même à l'échelle via les animaux de transmission alimentaire. Ce transfert de gènes, il est donc, je vous l'ai dit, capable de se faire entre espèces bactériennes, même différentes, au sein de biofilms, ce qui fait dire que l'antibiorésistance et la résistance aux désinfectants n'est pas seulement un phénomène, je répète, du couple antibiotique-résistance, antibiotiques et bactéries, mais surtout, il faut introduire un troisième élément très important qui est le milieu dans lequel vit la bactérie. Et ce milieu lui confère des propriétés particulières de résistance. C'est pour ça qu'on peut élargir la notion d'antibiorésistance à une autre notion qui commence à apparaître, qui est plutôt l'antibiorécalcitrance. On va essayer d'éviter d'utiliser uniquement le mot de résistance qui est associé à une molécule antibiotique. On va parler plutôt d'un mécanisme commun qui joue donc sur l'ensemble de l'écologie bactérienne et qu'on appellera la récalcitrance des bactéries. Voilà. Pour vous dire ensuite que ces gènes, ces bactéries, même entièrement résistantes, sont diffusées à partir des effluents anthropiques, c'est-à-dire humains, d'origine à la fois hôpitaux, urbains, centres de soins, EHPAD ou abattoirs. Ça, c'est ce qu'on va appeler le milieu anthropique, où on a une forte concentration dans l'effluent, c'est ce qu'on voit dans les courbes d'en haut, forte concentration de gènes de résistance. Par contre, dans le milieu naturel, il y en a beaucoup moins. Donc on voit que le problème est déjà diffusé à l'ensemble du monde anthropique et pas seulement des hôpitaux. Par contre, si vous regardez les égouts des hôpitaux, alors là, vous avez une concentration particulièrement forte de ces gènes. Donc c'est du sirop, je dirais, de gènes de résistance qui sort des égouts hospitaliers. Et donc, c'est à partir de ces effluents, et ces bactéries sont tout à fait capables de passer le système d'épuration, parce qu'elles ne sont pas épurées, c'est pas le rôle de l'épuration d'épurer des bactéries, hein, c'est fait pour épurer des substances. Eh bien, elles se retrouvent dans le milieu naturel, où là, le relais est pris par les espèces sauvages, capables d'être contaminées et puis de transporter dans leur propre vie, dans leur propre biotope, ces gènes de résistance. Et on le voit même pour des animaux qui sont extrêmement loin de l'homme, hein, qui n'ont pas de rapport avec l'homme. En tout cas, ça a été bien exploré dans le domaine arctique, des oiseaux migrateurs arctiques qui sont très éloignés des colonies humaines et qui ont malheureusement déjà des taux de portage de résistants importants. Et pas pour aller
tout près, sur les îles du Frioul, l'équipe de Marion Vitecoq du CNRS est allée mesurer quel est le taux de résistance des petits qui ne sont pas encore sortis du nid, parce que pour aller faire ce que vous voyez sur la photo en bas à droite, là, pour aller prélever le cloaque d'un oiseau, il vaut mieux pouvoir l'attraper, et les adultes, ils ne se laissent pas faire. Donc on attrape les petits au nid, et on recherche s'ils sont porteurs. Mais 70% d'entre eux sont déjà porteurs de multiples gènes d'antibiorésistance, ils n'ont pas quitté le nid. Vous voyez le problème de la relation entre les parents qui vont chercher leur nourriture sur le continent et qui ramènent en même temps donc, ces gènes d'antibiorésistance qui constituent donc un réservoir. Et c'est ça notre problème, c'est que ce réservoir va être un obstacle probablement à l'arrêt de la diffusion de ces antibiorésistances par simplement le fait d'arrêter les antibiotiques. Vous voyez, le réservoir va continuer probablement à fonctionner dans de quantités importantes. Alors pour éviter tout cela, une des solutions, bien sûr, c'est d'utiliser à bon escient nos désinfectants et pas trop. Et pour cela, il faut apprendre à quoi ça sert et comment ça marche. Première leçon, on n'a pas que des produits chimiques pour faire du nettoyage. En fait, on a 4 méthodes. La chimie, les méthodes mécaniques, frotter, brosser, remuer, secouer, toutes les méthodes, la pression, le Karcher, toutes les méthodes mécaniques qui peuvent être efficaces. La température, quand elle dépasse 60 degrés, on est dans le domaine du nettoyage à la température. Et puis on le fait pendant un certain temps. Ces 4 paramètres s'appellent les paramètres du cercle de Sinner. Et quand on choisit une méthode de nettoyage, c'est bon pour son linge, pour sa vaisselle, pour ses dents, pour tout ce que vous voulez nettoyer, la voiture, on a le choix et on doit choisir la méthode que l'on préfère parmi ces 4 et la répartition de chacune de ces 4 éléments. On peut éventuellement se passer très souvent de produits chimiques pourvu qu'on compense par une autre action mécanique, thermique ou du temps. Voilà, c'est le principe qu'on applique maintenant dans les hôpitaux. On essaye d'éviter ou de limiter la quantité de chimie. En conséquence de quoi, il faut bien sûr compenser par un autre moyen. Deuxièmement, la désinfection, c'est une opération au résultat très momentané qui ne dure jamais plus de 2 heures parce qu'il y a recontamination du milieu désinfecté, parce que les bactéries résiduelles, la désinfection n'est pas une stérilisation, se multiplient. Donc savoir que la désinfection ne peut être utile que si elle est nécessaire dans les minutes qui suivent, l'action est nécessaire dans les minutes qui précèdent, l'action de désinfection qui précède le besoin de désinfection. Alors parmi les méthodes, bien sûr, nous avons d'abord des textiles qui ont fait d'énormes progrès, textiles de nettoyage. Là, je vous parle de microfibres, pour dire par rapport au coton que vous voyez en vert là, se déplacer sur une surface couverte de particules de saleté, si vous voulez. On voit que le coton a très peu de caractère absorbant. Il les repousse, les impuretés, plutôt que de les absorber, alors que les microfibres, de fait de leur construction, sont beaucoup plus adaptées et donc recueillent beaucoup mieux les impuretés et les saletés, en plus de leur taille qui est adaptée. Cela dit, une fois qu'elles ont bien recueilli les saletés, il faut pouvoir les en débarrasser. C'est tout le problème de l'entretien de ces textiles, qui est un autre problème qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et puis, en application de ces principes, nous avons pu, grâce à l'ARS et au plan régional santé-environnement, mettre en place un programme de longue durée sur la formation des établissements sanitaires médico-sociaux en plusieurs étapes, qui a permis, pour plus de 260 établissements, d'obtenir un résultat qui a été mesuré et évalué, donc de forte diminution des produits utilisés, 45%, 24% de dépenses en moins, donc on est quand même également gagnant sur le plan économique. Et puis là, on ne s'attendait pas, mais des accidents de travail en moins, ne serait-ce que parce que quand on utilise moins d'eau et moins de produits, ça glisse moins et qu'il y a moins de chutes. C'est une des raisons. Puis d'autres, il y a moins de réactions, bien sûr, allergiques. Quand on dit allergique, ça veut dire plutôt de réactions toxiques, si vous voulez, dermatologiques ou respiratoires à ces produits utilisés. Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation sur ce sujet. Je suis à l'écoute de vos questions.